Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes les questions que tu te poses sur le Kongshedon. J'ai récupéré les questions que tu m'as posées avant le voyage, pendant le trek et par la suite, que ce soit en story, en message privé ou en commentaire. Et c'est donc parti pour une FAQ sur le Kongshedon. Pour cela, je vais m'aider du cahier dans lequel j'ai noté 20 questions auxquelles je vais répondre. La première, comment as-tu géré l'accumulation de la fatigue ? Eh bien, c'est une bonne première question. C'est clair que ça n'a pas été simple tous les jours, ça dépendait vraiment des jours. Il y a des jours où j'étais plus en forme, d'autres moins. Ça dépend aussi des conditions météo, de la nuit, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. J'essaie de dormir un peu quand c'était possible. Et au milieu du trek, j'avais décidé de prendre une pause où je me suis pris 3 nuits, bien au chaud, dans un lit où durant 2 jours, je n'ai pas marché. Et ça aide bien pour repartir sur de bonnes bases. La deuxième question, as-tu eu peur à un moment ? Eh bien oui, il y a un moment où j'ai vraiment flippé, comme rarement j'ai flippé dans ma vie. C'est l'histoire de la barque. Si tu m'as suivi, tu vois sans doute de quoi je parle. Il y a un moment, en fait sur le Kongshedon, il y a plusieurs lacs à traverser, mais il y en a un où il n'y a pas d'autre choix que de le traverser à la barque. Le souci, c'est que je flippe, l'eau me fait flipper. Et j'étais tout seul, il n'y avait personne à des heures à la ronde. Et donc quand il faut traverser un lac seul, que le vent éloigne la barque, que tu essayes de ramer mais que tu t'éloignes, que tu as un peu de mal à retrouver le point sur lequel tu dois accoster, c'était le pire moment de tout ce trek. Donc oui, là j'ai vraiment eu peur. Pour le reste, c'est juste quelques anecdotes, mais il n'y a pas eu la même peur que j'ai pu avoir là. La troisième question, n'as-tu pas trop ressenti la solitude et n'as-tu pas eu peur seul ? Eh bien non, j'ai vraiment pas eu peur seul. Mon objectif avec ce trek, qui était donc le premier trek que je faisais de ma vie, c'était de partir seul, de voir comment j'allais gérer un peu tout ça durant 1 mois. Après, je rencontrais quand même des personnes de temps en temps sur le trek. Ça pouvait m'arriver de voir une seule personne sur la journée, mais de temps à autre, je pouvais croiser 3 personnes, et ouais, quand même. Et on pouvait échanger juste quelques mots, mais je n'ai pas vraiment ressenti la solitude, ça allait. La quatrième, qu'est-ce que tu avais pour te repérer sur le trek ? Eh bien, avec moi, j'avais mon téléphone où j'avais un petit GPS que je pouvais consulter hors ligne et qui avait justement le tracé du Kongshedon, le tracé pour l'été, parce que l'été et l'hiver, c'est différent. Et sinon, j'avais des cartes topographiques. J'avais 6 cartes avec moi qui me permettaient de savoir ce que j'allais devoir traverser et donc d'avoir vraiment une idée plus précise de l'altitude et de ce qui pouvait m'attendre, des kilomètres entre 2 étapes, où était le refuge le plus proche. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Même si certains ne partent pas avec des cartes topographiques, c'est quelque chose que je recommande. La cinquième, comment as-tu financé ce projet ? Mais eh bien, la plupart en fait, du projet est totalement financé sur mes fonds propres. J'ai vraiment mis de côté pour pouvoir réaliser ce projet. Mais à côté de ça, j'ai réussi à avoir l'aide de quelques sponsors que je remercie vraiment. J'en profite de cette vidéo pour les remercier à nouveau. Il s'agit de Salomon, Osprey et Baroudeur Altitude qui m'ont soit offert du matériel que j'ai pu tester en conditions réelles, soit des réductions. Et ça représente 1/4 du projet total. Donc ça fait du bien. La 6e question. Le Kongshedon est-il trop fréquenté ? Quand est-ce mieux de le faire ? Eh bien, le Kongshedon, du moins le sentier d'été, n'est ouvert que d'environ de la mi-juin à la mi-septembre. Et le faire en dehors de cette période est vraiment déconseillé parce que les refuges sont fermés, il n'y a plus les bateaux pour traverser les lacs. Et de plus, je dirais que c'est peut-être mieux de le faire au mois de septembre. Il va faire un peu plus froid, mais il y a quand même moins de monde qu'en juillet et août. De plus, la partie tout au nord, qui va de Vakotavare à Abisko, est vraiment une partie très très fréquentée. En septembre, ça allait, il y avait quand même moins de monde. Mais je sais qu'il y a un grand événement au mois d'août où c'est des milliers de personnes qui sont sur cette partie au nord. Et si tu veux ressentir la solitude, c'est pas le mieux. Par contre, tu as des parties en totale autonomie où tu es seul. La 7e, pourquoi n'as-tu pas pris l'avion pour y aller et en revenir ? Eh bien, j'ai décidé donc de partir de Bruxelles jusqu'à Emavan, donc qui est le début du trek, et pour la fin d'Abisko en revenant jusqu'à Bruxelles en ne prenant que le bus et le train.
Mon objectif, en fait, c'est vraiment aussi de montrer qu'il y a d'autres possibilités de se déplacer, de voyager en Europe et qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion. Et c'est vraiment mon souhait de ne plus prendre l'avion en Europe quand une alternative terrestre existe, même si j'ai eu, avec le train de nuit, etc., 50 heures de trajet environ d'Abisko jusqu'à Bruxelles. Mais je te rassure, j'ai coupé pour l'aller à Stockholm et pour le retour à Copenhague, et ça m'a permis de faire une pause de 2-3 jours pour visiter un peu la ville. Donc, c'est une bonne solution. La 8e question, qu'avais-tu comme sac à dos? Le sac à dos, j'avais un sac à dos d'Osprey de 75 litres qui me permettait de pouvoir porter jusqu'à 30 kg dedans. Il pouvait y résister. Bon, vu la crevette que je suis, j'ai pas mis autant, mais j'avais quand même du poids et j'ai appris au fur et à mesure à remarquer qu'il y avait des choses où j'avais peut-être pas l'utilité et que j'aurais pu encore améliorer. Mais ce sac à dos m'a vraiment été utile. Au début, c'est plus le poids parce que j'ai pas une grande condition physique, où c'était le plus compliqué. Mais par la suite, ça s'est quand même bien passé. La 9e question, tu arrivais à prononcer le nom des villages que tu traversais? Cette question m'a bien fait rire parce que c'est vrai que l'orthographe et de la manière dont on peut visualiser les noms, c'est pas toujours simple. Pour te donner une idée, les lieux principaux en dehors des Mavanes et Abisko, tu as Jakvik, Quickjak, Saltoluotta, Pakotavare, et je te mets les noms là, comme ça tu as une petite idée de ça, à quoi ça peut ressembler. Mais oui, avec un peu d'expérience. Mais je parle pas suédois, hein. Je sais juste dire merci. Tac. La 10e question, il ne faisait pas trop froid. Ça dépend du moment. Ça dépendait vraiment les moments. Au début du trek, ça allait, je passais des nuits à 7-8 degrés. Là, il y avait pas trop de problèmes. De la journée, j'ai même eu 2 journées à 21 degrés. Et ça, c'était un peu exceptionnel là-bas d'avoir autant de température, d'avoir du soleil. Mais le reste du temps, j'ai quand même passé la plupart de mes nuits à 2 degrés, 0, -2, même jusqu'à -5. Et je peux te dire qu'à -5, j'ai vraiment eu froid. Quand je me levais le matin ou au beau milieu de la nuit que je voyais la tente gelée, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. J'accumulais les couches de vêtements, mais les dernières nuits, il faisait vraiment trop froid, donc j'ai dormi au chaud en refuge. La 11e question, il y avait des douches dans les refuges. Eh bien, désolé, mais la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de douche. Sur le Kongsedon, tu oublies un peu cette habitude que tu as de cette hygiène, etc. Tu oublies ça. Et tu peux avoir des douches, en fait, sur les Fjallstation. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Et là, tu as, en plus des douches, tu peux avoir accès à un repas, etc. Mais après, entre une ville-étape à l'autre, c'est des petits refuges. Et là, tu n'as pas de douche, tu as juste un lit en dortoir. Tu as des toilettes sèches qui sont à l'extérieur, donc si tu dois aller aux toilettes en pleine nuit et qu'il fait froid, bon courage. Mais voilà, donc sinon, tu as des douches qu'à certains moments. 12e question, as-tu marché tous les jours? Combien de kilomètres en moyenne par jour? Donc en raison du problème que j'ai au pied, je ne pouvais pas faire comme certains les 430 km en 18 jours. C'était complètement impossible pour moi. Donc j'ai divisé, je me suis dit, je me prends 30 jours et je vais voir un peu au fur et à mesure en me disant, je vais faire 15 km par jour. Et voilà, l'avenir dira le reste. Finalement, c'est plus ou moins ce à quoi je me suis adapté, les 15 km par jour. Et j'ai fait donc une pause de 2 jours entiers au beau milieu. J'ai perdu une journée de trek parce que j'ai loupé un bateau. Donc j'ai attendu 22 heures dans une tente au bar d'Arnac. Donc on va dire qu'il me reste 27 jours. Et sur les 27 jours, il y a certains jours où je marchais 9 km, d'autres j'en marchais 15, même une fois j'en ai marché 23-24. Donc ça dépendait vraiment par rapport au type de terrain, ce que j'allais avoir comme dénivelé, par rapport à mes difficultés physiques du moment. Donc ça variait vraiment à chaque fois. 13e question, comment as-tu géré la nourriture? Pour la nourriture, j'ai amené avec moi des repas lyophilisés. Comme je suis végétarien, j'ai tout prévu à l'avance. Et je me suis envoyé un paquet à la moitié du trek où je récupérais le reste de ma nourriture lyophilisée. Et j'ai eu raison parce qu'en fait, sur le trek en lui-même, il est très difficile de trouver des lyophilisés végétariens. De temps en temps, il y a une sorte, mais bon, si tu manges le même repas chaque jour, à un moment, tu vas péter un câble. Et même en fait, pour les repas carnés, t'as pas beaucoup de choix. Donc, si tu as vraiment envie de bien manger, vaut mieux prévoir à l'avance. Après, pour la nourriture, tu peux quand même acheter des choses en refuge, mais les prix sont assez excessifs. Et tu as sur certaines villes des petites épiceries où tu peux te ravitailler. C'est un peu moins cher, mais bon, ça reste la Suède. 14e question, le temps ne te paraissait pas trop long? Ça dépendait des moments. En fait,
quand je marchais de la journée, finalement j'étais dans mes pensées. Il y a des fois où je me faisais un film durant 1 heure dans ma tête. Et j'ai pas trop vu le temps passer. Après, la fois où j'ai dû passer 22 heures dans l'attente, ouais, ça m'a semblé quand même très très lent. Mais globalement, je m'occupais avec un peu de lecture. J'écrivais toujours dans mon petit cahier pour avoir toutes les notes pour écrire mon prochain livre. Et donc, ben, j'avais toujours de quoi m'occuper en fait. 15e question, qu'as-tu croisé comme animaux? La plupart du temps, j'ai croisé des rennes, régulièrement des rennes. J'ai aussi croisé des oiseaux, mais sans savoir quelle espèce c'était. J'ai croisé à 2 reprises des élans, dont un jour au matin où j'ai ouvert la toile de ma tente, il y avait un élan face à moi. C'est un des plus beaux souvenirs. J'ai vu une empreinte d'ours, mais j'ai pas vu l'ours. Mais on m'a confirmé quelques jours plus tard qu'une autre personne avait vu un ours où j'étais. Et un autre matin, j'ai entendu, quand j'étais en ma tente, un loup en train de faire son cri si caractéristique. Et ça, c'est juste impressionnant, mais je ne l'ai pas vu. Alors, 16e question, qu'as-tu ressenti à l'arrivée? Honnêtement, j'avais envie de pleurer tellement j'étais heureux d'être arrivé à réaliser ce projet parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je ne savais pas si j'allais pouvoir arriver au bout. Et c'était à la fois cette petite larme à l'œil et cette joie vraiment immense. Il m'a fallu un peu de temps pour me remettre de toutes ces émotions. 17e question, pas trop difficile, le retour à la civilisation à la fin du trek. Honnêtement, ouais, c'est un peu compliqué parce que tu es pendant plusieurs jours en pleine nature, tu croises d'autres personnes qui font un peu le trek, etc. Tu es vraiment un peu coupé du monde, tu n'as pas de réseau sur certaines parties, et puis tu commences à voir un pont, tu vois les voitures passer, tu entends des camions, tu te dis, cette fois c'est vraiment fini. Et ça, c'est un peu étrange. Après, quand tu reviens dans ta vie de tous les jours et que dans une grande rue fréquentée de ton pays, tu vois plus de personnes en 10 secondes que ce que tu as vu sur tout le trek en un mois, c'est spécial. 18e, comment s'est passé ton retour? Ça répond un peu finalement à la réponse d'avant. C'est quoi? C'était un peu étonnant, surprenant de passer de la nature à la civilisation. Il fallait un peu de temps parce que tous les jours, en fait, je pense constamment à ces moments que je vivais en tente, en solitaire, et toutes les aventures que j'ai pu vivre à ce moment-là. 19e question, vas-tu en écrire un livre? J'ai répondu un peu plus tôt, mais oui, ça c'est vraiment mon projet. En fait, j'ai plus de 200 pages de notes dans un cahier où je racontais un petit peu tout au fur et à mesure des jours, où je partageais mes pensées, où je racontais mon expérience. Et je suis vraiment là pour l'instant en écriture du livre, j'ai passé 10 sessions dessus. Je suis à plus de 50 000 mots et ça prend du temps, mais il va avoir ce livre-là. La 20e et dernière question, c'est quoi ton prochain trek? En as-tu un autre de prévu? Pour le moment, pas vraiment. Quand j'ai fini le trek, je me suis dit, c'est clair, je vais m'en refaire. En fait, ça m'a tellement épuisé. Et je me suis dit, des treks plus grands que ça, à mon avis, je pourrais jamais les faire dans ma vie. Je rêvais de treks de 3000 km en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, mais c'est clair, c'est pas pour moi physiquement avec mon pied, je pourrais jamais. Sinon, j'en payerais le prix et je botterais toute ma vie. J'ai pas très envie. Mais peut-être que j'en ferai de nouveau, mais sur des durées plus longues. Peut-être plus tout seul, je sais pas. J'ai quand même aimé ce côté solitaire, ma petite vie en tente et tout, mais je sais pas, je vais vraiment voir et je réfléchis pour le moment. Chers voyageurs, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère avoir répondu à un maximum de questions que tu te poses sur ce trek. J'ai dernièrement publié un guide qui explique pas à pas le trek du Kong Sedon pour les gens qui voudraient faire ce trek. Il y a 160 pages, c'est un guide illustré. Je te donne vraiment toutes les infos que tu peux te poser. Si vraiment tu as envie de faire le Kong Sedon, je te le conseille. Je te mets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse, si tu as envie de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Et alors, je n'ai plus qu'à te souhaiter de bons futurs voyages, peut-être un bon futur trek, peut-être même sur le Kong Sedon. Si jamais tu vas sur le Kong Sedon et que tu as vu cette vidéo, n'hésite pas à me le dire, j'ai vraiment hâte d'avoir ton retour parce que pour moi ça m'a tellement apporté. Et donc j'ai plus qu'à clôturer cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à mes réseaux et à bientôt pour de nouvelles aventures.